Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio, à suivre vers 9h-10, le journal des sports de Jules Boscherini. La question du jour qu'on a postée sur nos réseaux concernant le discours de ce soir du président Macron avant le défilé du 14 juillet. Faut-il renforcer notre défense nationale? Vous êtes assez partagé. Non à 56%, oui à 36%. Figurez-vous qu'on en débat tout de suite. Avec à mes côtés en studio, bonjour Mathieu Hauck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Secrétaire général du think tank Le Millénaire, et nous sommes en ligne avec Luc Gras, politologue. Bonjour Luc. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous tous les deux. Donc, l'Élysée ne cesse de nous promettre des annonces majeures, comme c'est souvent répété lors de ce fameux discours, un discours centré sur le besoin d'un effort de défense. Bon, là, c'est clair que ce soir, ça sera vraiment le chef des armées qui va s'adresser à nous. Oui, oui, en effet, ça va être le chef des armées, mais avec une difficulté quand même pour Emmanuel Macron. C'est que sur le plan militaire, aux yeux des Français, il n'est pas crédible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un point de vue interne, le président de la République, en 2017, a congédié Philippe de Villiers, à l'époque, enfin le général Pierre de Villiers, pardon. Philippe de Villiers ? Non, le général Pierre de Villiers, pardonnez-moi. Ah bon, d'accord, je me disais, tiens, c'est bizarre. Oui, j'ai pas fini le café, mais a congédié le général de Villiers sur la thématique, alors que justement, lui-même réclamait une augmentation des moyens militaires, et lui considérait que de toute façon, le projet de défense européenne qu'il a porté aux élections présidentielles en 2017 justifiait à lui seul de ne pas augmenter suffisamment le budget militaire, considérant qu'il y avait aussi d'autres projets à faire au niveau du pays. Et puis sur le plan externe, d'un point de vue des menaces qui sont pour le coup légitimes et dont il a raison de parler, la Russie notamment, pour Vladimir Poutine, Emmanuel Macron n'est plus crédible sur le plan militaire du simple fait que, pardonnez-moi, il n'arrive pas à protéger les frontières françaises sur les questions migratoires. Comment peut-il protéger les frontières ukrainiennes? Et donc, on va dire qu'il y a un ensemble de points qui font que Emmanuel Macron n'est pas crédible sur le plan militaire. On va faire réagir Luc Gras sur cette notion de crédibilité. Oui, bien sûr. Vous aussi, Luc Gras. Ensuite, après, je développerai pourquoi on a des choses à attendre d'Emmanuel Macron. Ok, Luc Gras, vous aussi, vous considérez qu'il n'est plus crédible sur le plan international. Emmanuel Macron, beaucoup disent aussi qu'il peut surdramatiser ou pas. Enfin, les menaces sont là. Quel est votre avis à vous ? Non, moi je serais plus modéré dans l'analyse. Je pense que Emmanuel Macron a effectivement un problème plutôt de vision globale. C'est-à-dire que quand vous voulez entraîner une nation, il y a besoin d'avoir une vision et de dire où on va au peuple. Et ça, c'est évidemment très très faible chez Emmanuel Macron, bien qu'il soit probablement je sois moins sévère avec Emmanuel Macron au niveau de la politique internationale que de la politique nationale. Cependant, qu'il veuille aujourd'hui susciter une sorte d'électrochoc pour sensibiliser la nation au fait qu'il y a des dangers réels dans le monde, on peut quand même pas lui enlever cela. Donc je crois que c'est vrai que Emmanuel Macron, depuis 2017, a appris aux Français à être particulièrement désappointé du résultat de sa politique par rapport à ses paroles, ses engagements. Mais de toute manière, l'enjeu dépasse largement Emmanuel Macron. Ce serait Macron ou pas. Il y a besoin pour la nation aujourd'hui d'assurer son indépendance. Et qui dit indépendance dit défense. Et dit réarmement, commande de matériel, choix stratégique et coût. On va y revenir parce que forcément, quel coût aussi. Vous voulez y revenir, Mathieu Hauck? Oui, justement, alors je suis pas tout à fait d'accord avec Luc Gras dessus. Moi, je trouve et au contraire, Emmanuel Macron a proposé une vision, notamment sur la question ukrainienne. On sait ce que veut faire le président de la République, et ça s'inscrit d'ailleurs justement. Lui-même avait dit en 2017, l'OTAN est en état de mort cérébrale, donc il faut une défense européenne. Aujourd'hui, on peut être pour ou contre la vision qu'a proposé le chef de l'État. Force est de constater que le retrait, le désengagement progressif des États-Unis sur les questions européennes donne plutôt raison à Emmanuel Macron sur l'idée qu'il faille envisager une coopération, à minima une coopération européenne sur les questions de défense. Là-dessus, on peut pas lui donner tort. Moi, je parlais de crédibilité parce que c'est la capacité à justement à inscrire la vision dans une réalité concrète qui peut ensuite après faire modifier le comportement des autres acteurs qui nous sont hostiles, notamment Vladimir Poutine. Ensuite, après, moi, je pense que sur la question que vous posiez au départ, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ? Pour moi, d'un point de vue militaire, si le personnel de défense
n'attend pas grand-chose d'Emmanuel Macron. Je pense que ce que l'on peut attendre d'Emmanuel Macron, c'est davantage le plan de réarmement, concrètement. Comment on va faire aujourd'hui pour augmenter augmenter les défenses, augmenter le budget de la défense militaire. Il ne s'agit pas juste de déclarer, comme il l'a fait lors du sommet sur l'intelligence artificielle, une nouvelle enveloppe allouée aux armées. S'il se contente de dire je vais porter le budget de la défense à 60 milliards d'euros, c'est-à-dire que je vais augmenter de 20 milliards d'euros les dépenses militaires, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que effectivement, on a compris, les Français ont compris, je pense, les menaces qui pèsent sur la France, l'islamisme, le terrorisme, la Russie également, des pays comme l'Iran, l'Algérie aussi également, qui font peser des menaces. Maintenant, il faut un plan concret pour réarmer le pays. Est-ce qu'il va faire un grand emprunt national? Est-ce qu'il va, je pense que c'est une mauvaise idée, est-ce qu'il va véritablement pouvoir réussir à imposer aux pays européens de payer notre effort de réarmement par exemple, un Buy European Act, c'est-à-dire le fait que sur les questions de défense, les pays européens, Allemagne, Grèce, Pologne, etc., qui vont eux aussi se réarmer, puissent acheter du matériel français. Est-ce qu'il est en capacité d'imposer ça aux pays européens? Est-ce qu'il est en capacité de lever de l'argent sur les marchés financiers pour cela? Et surtout, est-ce qu'il est en capacité de faire des économies sur le train de vie de l'État et sur le modèle social pour financer le réarmement? C'est ça le sujet aujourd'hui lequel on attend Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui sait se distinguer sur des propositions iconoclastes. Lui est capable de porter un projet, je pense, de réarmement, en tout cas de donner une feuille de route. Le plan de réarmement, on va faire intervenir Luc Gras, et puis surtout son financement, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est juste 2 jours avant le grand oral de François Bayrou, qui a quand même une grosse pression aussi sur le budget 2026, puisqu'il faut aller chercher de l'argent. Donc on sait très bien que ça ne sera pas au niveau de la défense. Mesures concrètes, annonces concrètes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Luc Gras? Je crois que le débat qui a été commencé là sur la vision est quand même très intéressant, parce que vous savez, en fait, s'il y avait une vision, il y aurait du résultat. Il n'y a pas de résultat. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de vision. Quand vous prenez l'exemple du général de Gaulle qui avait une vision, il emportait avec lui l'assentiment national, ce que j'appelle la reliance nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de reliance nationale. Par conséquent, il ne suffit pas. Alors les chiffres sont un peu plus précis. On vise quand même de passer à 60 milliards d'ores et déjà en 2030. Et le ministre de la Défense a notamment dit que le poids de forme, ce serait 100 milliards. Donc vous voyez, un vrai effort financier. Mais il n'y a pas que cela. Moi, je voudrais insister ce matin auprès des auditeurs sur le fait que l'électrochoc, c'est pas seulement financier, c'est aussi s'attaquer, par exemple, à ce qui est l'équivalent de notre dépense. Et je reviens aussi à votre question, c'est par exemple la charge de la dette. La charge de la dette, aujourd'hui, elle est équivalente à peu près aux moyens alloués à nos armées. Donc, il faut s'attaquer à cela. Et puis, il faut aussi que les Français, vous voyez, c'est très intéressant, votre sondage, là, il y a 58% qui disent non. Et donc, ça veut dire que les Français sont pas dans la dynamique, il n'y a pas de vision. C'est le problème initial, il n'y a pas de vision. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut se battre contre Poutine en Ukraine qu'on a une vision pour la France. Bien loin de cela. Alors, en même temps, qu'est-ce qu'on pèse, pardon, Luc Gras, qu'est-ce que pèse la France aussi face à Vladimir Poutine? On n'est plus au temps du général de Gaulle aussi, en fait. Mais on n'est plus au temps du général de Gaulle, et d'une certaine manière, c'est bien dommage, parce que si vous croyez que le général de Gaulle, en 40, pesait beaucoup de divisions, comme aurait dit Staline, il pesait pas grand-chose, il avait une parole forte, il avait une vision. Qu'est-ce que ce serait une vision pour expliquer les choses? Eh bien, ce serait de dire au peuple de France que, voilà, nous sommes un pays qui se donne non seulement les moyens financiers, et donc c'est l'objet de l'intervention du président de la République, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager un pays dans une défense par rapport à Poutine ou un autre, parce qu'il n'y a pas que Poutine comme adversaire. Eh bien, vous pouvez embarquer le peuple de France si vous expliquez pourquoi, et si en plus par vos actes vous montrez des résultats. Or aujourd'hui il n'y a aucun résultat. Le chantre de l'Europe européiste qui est Emmanuel Macron n'a même pas réussi aujourd'hui à embarquer ses partenaires européens sur une défense commune. Qu'est-ce qu'on a comme résultat depuis justement 2022 et l'entrée des chars russes en Ukraine, enfin dans une plus grande partie de l'Ukraine? Eh bien on n'a aucun résultat. Est-ce qu'on vend plus de Rafale? Pas beaucoup, surtout pas en Europe. Et voyez bien que nos amis allemands
sont pas du tout dans une dynamique de construction européenne. À chaque fois que les Français sont moteurs sur un projet européen, le projet stagne. Donc il n'y a pas de On l'a bien compris, la question de vision et la France qui serait plus locomotive forcément de l'Europe ou pas, l'Union européenne, Mathieu Hoc. Oui, moi c'est pour ça, je pense qu'on dit la même chose avec Luc, mais on prend le problème différemment. Ouais. Moi, je pense que une vision, en fait, je pense comme Bismarck disait, la diplomatie sans les armes, c'est un peu comme la musique sans les instruments. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de déployer votre vision, vous pouvez déployer une vision, ça ne suffira pas. Luc Gras parlait du général de Gaulle en 40. Le général de Gaulle en 40 a repris la résistance. Il y avait pas grand-chose. Il n'a pas non plus entraîné. L'appel du 18 juin n'a pas suscité un grand élan national, fort malheureusement. C'est une reconquête petit à petit par l'AEF, puis par l'AOF, où le général de Gaulle acquiert une légitimité, puis ensuite après la résistance qui se structure à partir de 42-43. Il faut des instruments. Il faut des armes. Ensuite, après, quand le général de Gaulle revient en 58, il déploie une belle vision que je partage. On est un think tank qui est gaulliste, mais il faut quand même rappeler aux auditeurs, c'est qu'en 1960, la part des dépenses militaires dans le PIB, c'est 5,2%. Bah oui, avec 5% de dépenses militaires dans votre PIB, oui, vous avez les moyens vous avez la troisième armée mondiale derrière derrière les États-Unis et l'Union soviétique. Vous avez les moyens d'une grande politique, d'une grande diplomatie. Or aujourd'hui, les dépenses militaires, c'est péniblement 2%, alors que des pays, par exemple, comme la Pologne est monté à plus de 4-5%. On a des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont depuis plusieurs années à plus de 5%. Même l'Iran dépense plus que nous en part de PIB. La Russie est montée à 40% pour financer son économie de guerre. Les États-Unis, c'est 40% des dépenses militaires. Donc si on n'a pas les armes et si on ne se réarme pas, et j'insiste vraiment sur cette question budgétaire, mais pas que, ensuite après, c'est quels sont les moyens dont a besoin l'armée sur l'ensemble des théâtres d'opération? Quelles sont aussi les dépendances à l'étranger? Parce que notre armée est ultra dépendante à beaucoup de pays, sur les équipements de nos soldats, sur la base, ce qu'on appelle la BITD, donc la base de défense, le complexe militaro-industriel pour faire simple. L'ensemble de nos entreprises de défense et de nos armées sont trop dépendantes à l'étranger. Donc il faut qu'aujourd'hui la France puisse se réarmer. Mais la question, c'est comment? Comment? Peut-être qu'on aura la réponse ce soir. Alors vous le dites, l'un et l'autre, la question la vision, on en a suffisamment parlé, mais il y a la question aussi du financement. Peut-être que si nos auditeurs ou d'autres sont partagés, c'est qui va payer. Or, il y a quelques jours, François Bayrou, par rapport à la dette publique, pour la réduire, a dit qu'il va falloir faire des efforts particuliers. Efforts particuliers et expression ô combien floue. Donc voilà, la question se pose aussi en disant, les gens peuvent se dire aussi, mais efforts particuliers, est-ce que nous, on doit y participer? Comment ça va se passer? Enfin, il y a peut-être aussi toute cette communication qui n'est pas très très claire encore, qui va peut-être être éclaircie ce soir par le président Macron. Luc Gras? Oui, l'idée, alors je partage le point de vue qu'il faut faire un effort. On peut viser, il y a déjà plusieurs années on avait dit qu'il fallait viser 4%. Donc vous voyez, 4%, c'est 15 milliards, 1%. Donc vous voyez, on est sur 70-80 milliards. L'objectif du ministre de la Défense, 100 milliards, ce serait le top. Mais bon, aujourd'hui, comment faire? Eh bien, déjà, c'est pourquoi il faut avoir une approche globale. Il faut déjà s'attaquer dans ce pays, enfin, aux dépenses inutiles, aux dépenses dont on parle souvent d'ailleurs sur votre radio. L'intérêt de la dette à 62 milliards, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Alors, c'est vrai, le président a décidé avec le Premier ministre d'ailleurs de sanctuariser. Je crois que c'est une bonne chose. On ne peut pas de toute manière tout mélanger. Il faut sanctuariser une partie de la dépense sur la défense. Comment y arriver? En faisant des économies là où on peut, en développant évidemment l'industrie de la défense européenne là où la France, avec d'excellentes entreprises, mais aujourd'hui c'est très cosmétique. En fait, les Français sont peut-être moins en dépendance que les autres au niveau international parce qu'on a vraiment des chaînes de montage qui sont vraiment excellente, mais on a un problème, c'est que on a vraiment des petites quantités. Donc, faut monter en puissance. Et évidemment, pour répondre à votre question, c'est que si on monte en puissance dans le domaine de la défense, on ouvrira des marchés et on ouvrira des recettes. Parce que faut pas oublier que l'industrie de la défense, c'est d'abord une industrie. Et elle est là aussi pour faire des bénéfices. Et quand vous avez sociétés comme Safran, qui à l'international sont très réputées, par exemple, mais d'autres aussi, bien sûr, Dassault, etc., eh bien, vous avez une possibilité d'autofinancer votre développement. Encore faut-il que nos partenaires européens
regarde un petit peu les produits français et ne se précipite pas à acheter des F-15 ou des avions Bien étrangers. bien noté. Donc grand oral, double grand oral, François Bayrou comme le président Macron attendu quand même au tournant. Merci beaucoup Mathieu Hoc d'avoir été avec nous, le millénaire, et merci Lugras. Bonne journée à vous. On se retrouvera certainement le week-end prochain.